Bonsoir, nous allons entamer ce qui n'est pas une table ronde, mais plutôt une discussion, étant donné que le temps qui nous est imparti étant si bref que nous ne ferons qu'aborder un certain nombre de thèmes sur lesquels, bien entendu, nous aurons l'occasion de revenir dans les prochaines semaines, mois, etc., puisque je pense que ce sont des sujets importants. Nous avons tenté de proposer une commémoration autour du 20 avril, du printemps berbère et des différentes mobilisations qui sont succédées depuis, par un biais un peu décalé, c'est-à-dire qu'on a voulu privilégier l'art, la culture, les mobilisations citoyennes, pacifiques, pour aborder le sujet, ce sujet d'un point de vue, non pas en historien, ça a été fait et refait, je pense, et ça mérite encore de l'être, mais en l'occurrence, d'un point de vue d'actualité, parce que la création, que ce soit à travers la poésie, que ce soit à travers la mazette, que ce soit à travers l'information, est d'actualité. Comme sont d'actualité aujourd'hui les luttes, comme le rappelait Bekassim Tatel dans son petit mot, lutte qui continue aujourd'hui en Algérie, lutte qui continue encore aujourd'hui à être sauvagement réprimée en Algérie. On compte aujourd'hui plus de 300 hommes et femmes en prison. Et je voudrais citer ici 3 noms, parce que ce sont des militants, des personnes, des hommes et des femmes qui ont été emprisonnés pour leur opinion et qui sont morts en prison en Algérie. Il y a Mohamed Tamad, Kamel Eddin Fekar, et il y a quelques jours, Hakim Debazi, qui avait 55 ans et qui avait 2 enfants, et qui était père de 2 enfants. Donc ces questions sont non seulement d'actualité d'un point de vue de création, mais aussi d'un point de vue de lutte, et malheureusement de répression. Parmi les différentes initiatives que nous avons prises autour de ces questions, il y a bien entendu ce soir cette discussion. Peut-être que nous réagirons un peu, vous réagirez un peu sur le film de Jugurtha. Et il y a 2 autres rendez-vous qui nous attendent le samedi 30 autour d'Aït Nguelet et le mercredi 4 mai autour de Idir. Il y a encore l'exposition de Farid Mabri qui est visible dans les locaux de la CV, et j'attire l'attention sur le 4 pages qui vous a été, c'est à 8 pages en l'occurrence, qui vous a été remis avec un long entretien avec Amzen Kézar, où nous avons mêlé finalement le 400e anniversaire de la naissance de Molière et l'œuvre de Mohamed Yahya, pour voir en quoi effectivement l'art peut aussi déranger, et l'art peut aussi être une source de mobilisation et de victoire autrement. Alors donc ce soir, nous avons la chance de pouvoir discuter de toutes ces questions, les aborder, les survoler, avec Ben Mohamed, que je présenterai même un peu, parce qu'il y a peut-être quelques jeunes où vous êtes poète, parolier, vous avez été une des voix importantes de Radio Alger et des émissions en kabyle. Vous avez écrit notamment pour, bien entendu, Idir, en particulier son premier album, mais aussi pour Atounounes, Fardounes, Tchabal Adam, etc. Et vous êtes donc poète. Le regret que j'aurais avec vous, c'est que je crains malheureusement que si on a quelques poèmes présents sur le net, on n'a pas encore de recueil de poésie, de vos poésies. Et ça, je pense que c'est dommage et qu'il serait peut-être temps de s'en occuper. Avec vous, nous verrons effectivement qu'est-ce que signifie voir poétiquement le monde, et qu'est-ce qu'un regard de poète apporte de différent, de décalé sur l'actualité et sur les possibilités effectivement de victoire. Omar Oulabara, vous êtes physicien déjà, pour commencer, mais vous n'êtes pas là en tant que physicien, vous êtes là parce que vous êtes un vieux militant, si je peux me permettre de le dire, puisque vous faites partie de cette moisson
d'étudiants à l'époque et depuis de militants actifs qui ont participé au cours de Mouloud Marie dans les années 60-70 à Alger. Vous avez été même un des premiers à enseigner le Tamazigh à l'époque, avec notamment Hansadi ou Achab. Et depuis 2007, si je ne me trompe pas, vous vous êtes lancé dans l'écriture romanesque, essentiellement en Tamazigh, mais vous avez publié, je crois, 8 livres peut-être, essentiellement effectivement en Tamazigh, mais aussi en français, que ce soit chez Achab ou Coucou en Algérie, ou chez l'Armatan en France. Alors, mais là-bas, on abordera un autre aspect de ce regard décalé, c'est celui de l'information et de l'engagement, puisque vous êtes journaliste, vous êtes une des figures importantes de la contestation et de la réflexion aujourd'hui en France, notamment dans le flou artistique qui constitue les rassemblements de la place de la République depuis plusieurs années. Et vous êtes engagé notamment effectivement sur ces questions d'information. Je crois que vous avez un blog et vous êtes actif sur les réseaux. Et vous nous direz effectivement... Pardon ? Un site d'information, c'est plus qu'un blog. Et vous nous direz quel lien il y a aujourd'hui, quelle est l'importance de l'information et quel est le lien aujourd'hui entre l'engagement et le journalisme. Alors peut-être une première question. Vous étiez où en 80 ? Moi, j'étais en Algérie. Sans doute. Et à Alger. J'étais fonctionnaire au ministère de l'Éducation. Donc. Le micro. Ah. Un, deux. Oui. Ah. Et, oui, les berbères, il faut toujours qu'ils gueulent. Pour faire entendre leur voix. Oui. Et surtout, c'est que à l'époque, j'avais encore des émissions à la radio qu'on m'a enlevé peu après, en 82 ou 83. Là, on a censuré de façon définitive. Mais en 80, j'étais à la radio, et j'étais bien. Et justement, je pense qu'il est peut-être temps de parler du rôle de la chaîne Kabylie, de la chaîne 2, dans la prise de conscience identitaire qui a amené tout ce mouvement. Parce qu'auparavant, il y a eu l'Académie berbère, qui avait commencé son activité ici, mais en Algérie, il y a eu Mamri, bien sûr, avec les cours de berbère, puis avec des excursions qui étaient des excursions, bon, soi-disant, c'était des loisirs, mais c'était beaucoup plus la prise de contact entre les différents éléments proches des idées de Mamri. Et à travers ces excursions, lesquelles Omar a participé, à l'époque il jouait même l'instrument, c'était à la fois du loisir, mais en même temps des sorties culturelles. On avait sur des sites historiques, sur les différents endroits, pas seulement de Kabylie, mais même, par exemple, Lachel, Tifaza, etc. C'était plus des sorties culturelles et tout ça parce que par la voie normale, on ne pouvait pas organiser des excursions à l'époque. Tout était contrôlé. Là, on pouvait louer des cars à travers les comités d'étudiants. Et c'était comme ça qu'on avait détourné un petit peu moi, bon, bien que je n'étais pas étudiant, je n'ai jamais été, mais parce que j'ai connu Mamri, j'allais à ses cours,
puis j'étais en contact avec le CRAP, et la plupart des étudiants, j'avais souvent à Blacknon, qui était un peu le foyer de l'agitation garbariste des étudiants d'Alger. Et vous étiez où en 80? Quel regard vous avez porté à l'époque? J'ai l'impression que c'est la question. C'est le premier moment, c'est quand en fait, après l'interdiction de la conférence de Walid Mamri, le 10 mars, nous étions déjà organisés. Donc nous avions depuis 3 ans monté une organisation clandestine qui s'appelait officiellement le FFS. C'était la renaissance du FFS. Donc c'est à partir de fin 77, début 78, nous avons donc, avec le contact, en prenant contact avec Ahmed, Alim Sili, etc., nous avons commencé à mettre en place une organisation. Nous étions au maximum, on peut dire, une centaine ici en France, une centaine ou deux en Algérie. Donc en fait, cette organisation-là, on était en cours de structuration, et il y avait le membre de l'interdiction de la conférence de Mamri qui était arrivé par hasard. C'était pas une mise en scène, c'était il faudrait remercier le wali de Tizi Ouzou d'avoir interdit cette conférence. Et en fait, en mars, l'organisation était déjà mise en place. On avait des militants qui étaient déjà partis en Algérie, Han Saadir, Omar Achab, Hussein Ouandouamar, qui avaient déjà investi l'université de Tizi Ouzou, et il y avait une organisation assez solide avec Saïd Saadi à Tizi Ouzou. Ici, il y a encore des membres. Il y a Rachid Abdelmalik qui est là, qui était un des responsables du secrétariat du FFS clandestin, et j'ai aperçu Randal Sadi qui est là, qui est avec nous. Donc à ce moment-là, j'étais étudiant aussi en France, mais pendant cette période-là d'avril, le 9 avril, je suis parti en Algérie, évidemment, pas par l'aéroport de Paris, mais par l'aéroport de Marseille, pour éviter évidemment les arrestations. Et j'ai été chargé d'une mission de ne pas relancer des activités, parce qu'il y a eu la marche d'Alger du 7 avril. C'était les militants d'Alger, c'était Saïd Saadi avec d'autres, qui avaient décidé de manière autonome de lancer ce mouvement-là. Et pour protéger les militants, il y a eu une décision de la direction du FFS de ne pas affronter, donc on parlait de Rome tout à l'heure avec Jugurtha, de ne pas affronter le pouvoir. Nous étions assez faibles à ce moment-là, et j'ai été chargé de transmettre cette information, de ne pas refaire d'autres actions dans la Jawa. Il y avait un militant qui était parti avant moi, j'ai oublié son nom. Il était parti, mais on n'était pas sûr s'il avait transmis ou pas. Donc j'ai été chargé par Saïd Bouidaoui, qui était le coordinateur. Je suis parti de Besançon, je suis parti par train jusqu'à Marseille, et là j'ai pris l'avion. En fait, j'ai été à Tizi Ouzou jusqu'au 21 avril, et quand je suis revenu, j'ai fait le rapport de ce qui s'est passé, avec des informations où plusieurs militants auraient été arrêtés, etc. Voilà, donc voilà ma contribution comme le colibri de la paix. Voilà. Par définition, vous avez bien je crois. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez bien sûr. Quel regard, et en tout cas, à quel type de mobilité, puisque bon, 80, c'est pas une novembre 54, mais c'est en tout cas, c'est aussi une manifestation qui va être précurseur d'un certain nombre d'autres mobilisations par la suite, conscientisation, comme dirait Ben. Donc, comment vous avez vécu, peut-être pas vécu, mais revécu les choses à posteriori? Beaucoup de gens me donnaient 50 ans et plus. Hein. Non. Je pense qu'en 1980, mes parents n'avaient même pas eu l'idée de se mettre ensemble. C'était pas encore le cas. Mais pour moi, le premier événement qui m'a permis de prendre conscience du combat pour Samazir, c'était la grève du Cartable en 95. C'était le premier mouvement, on était enfant, mais à l'époque,
on nous expliquait ce que c'était la Mazière, l'identité, pourquoi se battait, parce qu'entre nous, on parlait tous kabyle, on est tous entre nous, on voyait pas le problème, on ne comprenait pas que ça allait au-delà de la Kabylie, peut-être même dans le village, on voyait pas loin. Donc on nous a expliqué à l'époque, les enseignants notamment, de la nécessité du combat et du pourquoi. Donc c'était le premier événement qui m'a permis de prendre conscience du combat identitaire. C'était donc un peu plus tard. Peut-être une réaction, puisque une des particularités de vos romans, Omar, c'est que ce sont souvent des romans historiques, et vous avez d'ailleurs écrit sur Jugurtha. Est-ce que vous avez une réaction sur le film, et quelle serait l'actualité aujourd'hui de Jugurtha? L'actualité actuellement du personnage, l'identification identitaire au personnage, qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui encore? Je crois que s'il y a un personnage qui concentre toutes les valeurs et tous les symboles de la résistance, de la guerre de la résistance de 2000 ans, c'est bien Hugo Wolfen. Véritablement, il est arrivé dans une situation historique où, dans laquelle il y a eu la grande rupture, c'est la domination la première colonisation, la plus importante, c'est la colonisation romaine. Mais avant cette colonisation, il a fait le maximum, il a fait sa part, donc pour revenir à cette expression-là. Et la rupture historique, c'est la défaite de Wolfen. Il ne faudrait pas qu'on la porte sur le dos, cette trahison, mais en fait, c'était disproportionné entre une région de la Méditerranée qui s'organisait, qui n'a pas eu le temps de structurer l'État, comme disaient Salluste et ceux qui ont écrit sur le sujet. Nous avions un adversaire qui était beaucoup plus important. C'est ce qui se passe malheureusement en 2022. Vous voyez bien ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Donc l'actualité, l'histoire nous poursuit. Mais pour revenir à Jugurtha et Wolfen, il n'y a pas, je ne vois pas de symbole qui peut personnifier cette résistance permanente de notre sous-continent nord-africain. Et autant la grandeur de Massensen, de Massinissa, qui était une période, disons, de paix, mais Jugurtha, c'est le choc, c'est la cassure de l'Afrique du Nord, et nous en payons le prix jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, 27 avril 2022. Nous vivons encore la défaite de la résistance. Ce n'est pas par incompétence ou capacité de notre peuple de résister, mais parce qu'en face, les forces étaient disproportionnées. Et nous avons un pays trop vaste, trop grand, immense, qui nécessitait une organisation beaucoup plus performante. Alors, on va en venir directement à vous et à vos parcours, vos trajectoires, et comment je demandais à chacun comment finalement il est arrivé. Peut-être la question est un peu idiote parce que parfois c'est pas un programme ni un plan de carrière, mais pourquoi la poésie, par exemple, pour Montaigne? Pourquoi est-ce que c'est aussi une forme d'engagement? Est-ce que c'est aussi une forme de participer à la conscientisation de celles qui pourraient vous lire, vous écouter? Comment est venue chez vous la poésie? Comment elle est venue déjà par la tradition, parce que nous sommes une société de culture orale, où les gens, quand ils chantaient, c'était pas seulement pour amuser, c'est surtout pour exprimer leur joie, leur douleur. C'était pas pour vendre des disques. Donc c'est important parce que, par exemple, quand on prend le chant des femmes, elles chantaient quand elles travaillaient, mais en même temps pour dire leur douleur, leur joie, tout leur ressenti. Et c'est à l'époque, d'abord il y avait que des poètes anonymes,
C'est dommage que je n'ai jamais compris pourquoi les Berbères n'ont jamais voulu écrire dans leur langue. Même quand ils ont écrit, les premiers qui ont écrit, ils ont écrit en latin, après ils ont écrit en arabe, après en français, mais jamais dans leur langue. Donc les chansons n'étaient pas écrites. On les reprenait de génération en génération, d'endroit de l'endroit à l'autre, mais toujours pour exprimer des choses. On gardait parfois le canevas du poème et on l'adaptait à la situation dont on voulait parler à un moment donné. Et bon, pour moi, je me rappelle quand j'étais petit, parfois je rentre à la maison et que ma mère voulait me dire quelque chose, mais pas directement. Ben, elle se mettait à chanter et à travers ce texte qu'elle choisissait, je comprenais ce qu'elle voulait me dire, au fond. C'était des messages codés comme ça. Et la langue kabyle, elle se prête beaucoup à ce langage codé. Parce que comme le vocabulaire a été très réduit à travers l'histoire, alors on a réduit le vocabulaire, mais on a enrichi la valeur des mots par des images qu'elles représentaient. Pour vous donner un exemple, dans les années 70, après la sortie de l'Oreille Gobin, etc., puis je rencontre Slimane Ben Aïssa, Rue Belmehdi, et il me demande, il me dit, s'il te plaît, Ben, est-ce qu'on peut traduire l'Oreille Gobin en arabe algérien? Bon, c'était l'époque de la sécurité militaire. Ben Aïssa, je le connaissais au théâtre, bon, il nous est arrivé d'échanger tout, mais on ne se connaissait pas assez. C'était la période de la méfiance, tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc, quand il m'a posé cette question, je ne savais pas quel titre il m'avait posé. Et moi, comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, alors j'ai tendance, dans des situations compliquées comme ça, de dire ce que je pense la vérité. Comme ça, si j'ai des problèmes, au moins je les ai pour mes idées. Je n'essaye pas de tricher pour sauver la mise. Bon, donc il me pose la question. Je dis, écoute, Slimane, effectivement, les mots, on peut les traduire sans problème. Mais ça ne signifierait plus la même chose en arabe. Parce que les mots kabyles sont propres à cette société et à la vie de cette société. Et c'est en raisonnant seulement à cette... ailleurs, on entendait d'ailleurs même la traduction française. C'est des mots qui ne sont pas très, très importants. Mais voilà, c'est comme ça. Et alors, j'ai beaucoup apprécié sa réponse parce qu'il m'a dit, voilà pourquoi il faut continuer à écrire dans cette langue, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut exprimer ses sentiments. Voilà. Donc, pour revenir à la poésie, donc il y a eu ma mère, et il y a eu la guerre. Alors, pendant la guerre, à un moment, ils avaient bombardé, l'armée française avait bombardé des villages dans notre région, en Kabylie, Fahcha, Taterga, Taterga, etc. Je me rappelle très bien de ces moments très durs. Et avant de les bombarder, l'armée française avait fait évacuer les villages.
Et parmi ces gens qui sont partis de leur village, on a reçu chez nous, dans notre village, des réfugiés, en particulier des réfugiés du village d'Atarga. Parmi ces réfugiés-là, il y avait une femme qui avait une voix extraordinaire. J'ai toujours le son de sa voix dans mon oreille. Et avec elle, j'ai appris pour la première fois les chants patriotiques qui se chantaient à l'époque. Les chants de guerre, tout ça. Et j'étais constamment collé à ces jupons, je la suivais partout. Et j'arrive à Alger en 58, parce qu'on était en zone interdite. En 58, on a pu s'enfuir, toute la famille s'est enfuie, donc on est venu à pied. On a fait une dizaine de kilomètres à pied pour sortir de la zone interdite. On est arrivé rejoindre mon père qui nous attendait à un endroit donné, à Tahouf, pour ceux qui... c'était un endroit connu. Nous attendait à Tahouf, on est venu. Et en arrivant à Alger, comme j'avais quitté l'école, donc mon père avait une table de marché de chave, il vendait de la bonneterie, confection, donc je restais avec lui. Et j'ai eu la chance d'avoir en face un vendeur de disques. Il vendait des disques en arabe et en kabyle. Et j'ai été vraiment choqué par les thèmes chantés par la majorité des chanteurs kabyles de l'époque. Parce que je trouvais complètement déplacé, par exemple, de chanter la beauté du Djurdjura alors que moi je venais du Djurdjura. Le Djurdjura était plein de sang, les morts et tout ça. Donc je ne me voyais pas chanter la beauté du Djurdjura comme ça. Donc j'ai commencé à écrire moi-même. Donc, à prendre les musiques qui me plaisaient et à placer dessus des textes que j'écrivais et qui exprimaient ce que je vivais, ce que je voyais, ce que je ressentais à l'époque. Voilà. Merci. Alors justement, vous avez décidé, Omar, d'écrire en Tamazigh. Pourquoi avoir choisi de devenir romancier et pas politique, par exemple? Qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que l'écriture en Tamazigh, quel sens ça a pour vous par rapport à vos engagements? C'est une façon de prolonger votre engagement, mais c'est aussi une façon de le faire différemment. D'abord, je viens d'où? Donc, je viens de ce noyau. Ben vient d'en parler un peu. Nous étions étudiants chez Mamri, certains sont là, et c'est dans ce noyau que sont nés les premiers écrivains contemporains. La liste elle est longue, elle n'est certainement pas finie, certains n'ont pas encore publié. Tout le monde connaît Mouhia, tout le monde connaît Rachid Alish, Amar Ouzdad, Saïd Saadi, etc. Donc il y a des autres écrivains ou connaisseurs, Han Saadi, Ramdan Achab, dont moi-même. Et certains, comme Mustafa Ben Khamo, n'ont pas encore publié, mais je sais qu'ils ont écrit. Donc, je viens de ce noyau qui était dans une charnière historique de passer, donc à ce que vient de dire Van, de passer à l'écrit. Personne nous avait dit ou demandé d'écrire. Chacun, dans cette période de sa vie, à partir de 80, nous nous sommes mis chacun donc devant l'ordinateur, la machine à écrire ou l'ordinateur. Voilà, donc je ne suis pas
un écrivain isolé, mais plutôt le produit d'un mouvement de contestation identitaire dans une situation de dictature qui était difficile, devant un système politique, l'islamo-FLN, qui était toute la négation de la majorité du pays que nous avons vu avec la projection de ce film de Jugurtha. Donc nous étions en face d'un pouvoir autoritaire qui était tout sauf un pouvoir algérien, un pouvoir historiquement, identitairement algérien, nord-africain. Ce sont des mercenaires d'un autre continent. Je me suis mis l'un des premiers romans que j'ai écrit, c'est Akini Ouellet. C'est dans la continuité de cette lutte de 2000 ans, de ce combat de 2000 ans. Donc, écrit Akini Ouellet, c'était dans la période de la colonisation française. Et après, j'ai écrit Jugurtha, Tulianom, Thegera Jugurtha. Tulianom, c'est le cachot dans lequel était enfermé Jugurtha pendant 6 jours. Donc, je décrivais ce qui s'est passé, toute une narration de l'histoire de Jugurtha par Jugurtha lui-même, c'est lui qui raconte son histoire, et les écrivains avaient arrêté l'histoire de Jugurtha à la capture de Jugurtha, et moi j'ai continué la vie de Jugurtha. Ils l'ont fait défiler dans Rome, enchaîné avec ses enfants, ils l'ont mis dans le cachot, et Jugurtha qui réfléchit, qui refait l'histoire et qui projette l'avenir. C'est l'éternel Jugurtha. Les autres romans, c'est toujours c'est le roman historique, que ce soit au Mahabish, à Salouissan, qui se passe dans la période de la guerre mondiale et l'imbrication avec la guerre d'Algérie, évidemment. Et l'avant-dernier roman, donc c'est Agadir Noroma. Agadir Noroma, tout le monde entier connaît Hannibal. Hannibal, c'est le grand stratège de Carthage qui a battu les armées romaines, mais on ne sait pas, beaucoup ne savent pas qu'à côté d'Hannibal, il y a Maher qui est le chef d'état-major, qui est le responsable de la cavalerie numide, de la cavalerie amazone. Et Hannibal n'aurait gagné aucune guerre sans la cavalerie numide à ses côtés, qui a été le pivot de la stratégie de contournement qui est enseignée dans toutes les écoles de guerre. Maintenant, on enseigne la stratégie d'Hannibal de contournement, de détournement, d'affaiblissement, des traquenards, etc. Mais on ne connaît pas. J'ai essayé de ma part de faire connaître Maher, qui est un Aurétien, un jeune qui est monté des Aurès et qui a combattu et qui a été avec Hannibal dans la perspective de libérer son pays de la domination carthaginoise. Mais évidemment, l'histoire, on a fait autrement. Les Romains sont arrivés pour combattre les Carthaginois. Le dernier roman, il n'est pas encore sorti, il est chez l'éditeur, j'en parlerai quand il sera sorti. Attends, tu n'as pas parlé du bouquin le plus important, c'est les mémoires de ton père, que tu as écrit en berbère et en français. Donc, c'est un témoignage qui est très important pour notre histoire immédiate. Oui, qui a été publié aussi en français chez l'Armateur. Oui, en fait, dans l'écriture, c'est le premier ouvrage que je n'ai pas écrit. En fait, j'ai été les oreilles et la main de la narration, de la biographie de Saoud Amara, qui était mon père, qui a été militant depuis 1937-38 au PPA. Il a fait le PPA, MTLD, l'organisation spéciale, l'ALN. Il était l'un des soldats du 1er novembre 54. Il a fait 5 ans de prison, puis il a repris à la Oulaya 3, donc avec Amerouche. C'était le responsable de l'armement et des mines, des réparations, des ateliers à la Oulaya 3, donc à Mizrana et Ounamen. Et il a fini la guerre vivant, et puis il était dans le soulèvement du FFS, et après 63, il a fait encore 1 an de prison à Lambès, par le pouvoir
de Belmena. Donc, j'ai raconté ce qu'il raconte et j'écrivais. Et j'ai écrit ce livre-là, qui a été publié en 2007, qui s'appelait Iverentisses, donc les Sentiers d'honneur, que j'ai traduit en français à la demande de beaucoup de lecteurs. J'ai traduit en français. Il a été publié par les éditions Coucou en 2014 et par les éditions L'Harmattan. Voilà. Donc, en fait, dans l'écriture, c'est cet ouvrage-là ce sont les premiers lecteurs de ce livre, comme la façon dont il a été écrit. L'un des témoins est là, c'est Ben, qui m'a décomplexé et qui m'a permis de me lancer dans l'écriture. J'écrivais parallèlement à mon travail dans l'industrie, dans la recherche. En fait, ça n'empêche pas, on peut faire plusieurs choses. Quand on a des convictions, on peut trouver le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Merci. Vous disiez tout à l'heure que 93, la crève du Carthage, ça a été le moment de prise de conscience. Est-ce qu'il y a un lien entre la prise de conscience et le choix du journalisme? Le journalisme, ce n'était pas un choix. J'ai jamais pensé finir un jour journaliste, notamment à l'OTAN. C'était quelque chose de formidable, un rêve pour moi. Moi, c'est l'histoire du journalisme aussi. Hein. C'est complètement par hasard, mais dans la lutte. Parce qu'il faut savoir que la presse privée en Algérie, parce que certains l'appellent la presse indépendante. Indépendante, c'est beaucoup de choses pour moi. Dépendante, on ne l'est pas malheureusement en Algérie. Parce qu'on peut être indépendant de l'influence du pouvoir, ça c'est possible, beaucoup le sont en Algérie. On peut être indépendant de la manne financière, de la publicité de l'État, l'ANEP. Ça, beaucoup le sont aussi en Algérie. Mais quand on dépend de la publicité, on ne peut pas parler d'indépendance. Malheureusement. Les cas ici, même ici en France, sont rares. On peut parler du canard enchaîné, du Mediapart, sinon les autres, ils dépendent tous de la publicité. Notamment, beaucoup aussi sont rachetés par des hommes d'affaires. Le cas de Liberté en Algérie qui a fini par céder par rapport aux pressions du pouvoir. Donc, la presse privée. Donc, la presse privée naît aussi des luttes. La presse privée naît aussi des luttes, donc le cumul des luttes, certes, mais des événements d'octobre 88 qui ont poussé le pouvoir à cibler, donc, comment dirais-je, avec la nouvelle constitution de 89 qui a consacré la liberté de la presse, le multipartisme et tout. Donc, la presse privée est née des luttes comme l'étaient aussi les partis politiques. Et donc, là, c'est pour ça que la plupart des journalistes francophones, beaucoup sont aussi militants. Et ça, c'est une caractéristique que des journalistes, des confrères et des consoeurs qui viennent de l'étranger ne comprennent pas forcément. Donc, quand ils viennent, ils rencontrent les journalistes et ils voient parfois plus le militant que le journaliste. Parce que c'est l'histoire de la presse privée algérienne. Et donc, j'ai fait des études en 2009, donc j'ai travaillé pendant 2 ans. Je suis censé finir dans le sud, moi, ingénieur électromécanique. J'ai fait la faculté des Capoeira chimie. Donc, effectivement, c'était pas journaliste. Voilà, donc j'étais à Montmartre où j'ai fait mes études et je voyais un mouvement formidable en 2011, un mouvement de jeunes. Je me suis dit, waouh, quelle chance d'avoir un mouvement juvénile dans le cadre des révolutions dites arabes, entre guillemets. Et donc, j'ai tout fait pour les contacter, j'ai fini avec eux, mais quelques mois plus tard, j'ai compris que c'était pas mon truc, des luttes un peu bourgeoises. Moi, j'adorais les luttes sociales, donc me confronter, donc voyager, rencontrer des gens, lutter, aller dans les 4 coins du pays, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vécu 3 ans magnifiques, et je voulais à un moment donné partager ce que je vivais, ce que je voyais, ce que je ressentais avec les autres. Il y avait la notion du blog, mais à l'époque, 2 blogs seulement étaient connus. Il y avait Algérie qui est tenu par Khaled Kijani, qui était un écologiste, un défenseur d'écologie, et un blogueur qui fonctionne encore. Il y a un défenseur écologiste qui milite encore. Il y avait un blog aussi dans la défense des droits humains, tenu par Yassine Zaïd, qui est maintenant réfugié politique en Suisse depuis quelques années. Et je voulais faire la même chose. Je me suis dit, peut-être un blog, ça va me permettre de partager un peu mon vécu, parce que j'ai passé 3 ans à cavaler en Algérie, d'une région à une autre. J'ai suivi beaucoup de mouvements, notamment celui des gardes communaux. Au moment donné, les gardes communaux me prenaient pour un garde communal. Même moi, je pensais qu'il était garde communal. On a fait le tour de l'Algérie ensemble. Et entre autres, il y avait beaucoup d'autres mouvements, c'est le mouvement que j'ai suivi le plus. Et donc, j'ai créé le blog en question. Donc,
Mais sauf que j'ai arrêté le boulot en 2011, c'est-à-dire j'ai décidé d'arrêter le boulot pour me consacrer aux luttes. C'était un choix, là c'était un choix. Et donc, connu un peu dans le monde de la presse, mais en tant que militant, avec le blog, j'informais les gens. Je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que je fais un passage, des journalistes viennent derrière moi. Parce que je les informe des luttes dans telle région. Je ne fais pas que suivre les mouvements, mais à chaque fois que j'informe qu'il y a une telle situation là-bas, il y a une crise là-bas, il y a quelque chose. Donc les journalistes à l'époque suivaient mon blog. Quelqu'un m'a offert une caméscope. J'ai commencé à faire des films, à filmer. Les contestations, c'est pas très beau. Le plus important pour moi, c'est de filmer des gens qui s'expriment. Je m'en foutais de l'esthétique. Et à mettre des photos. Donc, une ou deux années plus tard, je mettais la photo, la vidéo. Donc, j'avais une chaîne YouTube qui porte le nom du blog, Militant DZ. Et donc, le blog en question. Et j'ai eu une proposition en 2013. J'ai jamais pensé au travail, pour vous dire. Et j'étais très très bien. J'ai passé les plus belles années de ma vie dans la lutte. C'était les 3 ans les plus belles 3 ans de toute ma vie. Et un ami m'a dit, tu écris quand même. Pourquoi pas ne pas travailler pour un organe de presse? Je dis, mais j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais pensé à ça. Et donc c'est comme ça que j'ai eu la proposition c'était un nouveau quotidien, un reporter. Je remercie sa directrice. On a discuté quelques secondes, donc elle m'a proposé de travailler pour eux. Je connaissais bien le reportage en question. Je lisais des reportages, mais pour les écrire, c'était autre chose. Je me rappelle que la première fois, je suivis encore le mouvement des cadres communaux, et on m'a demandé de faire un reportage. Donc je leur ai dit, c'est quoi un reportage? Comme m'a dit, il faut décrire ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends. Et j'ai écrit une vingtaine de pages. Je me rappelle comme aujourd'hui, le rédacteur en chef m'a appelé, il m'a dit, je t'ai demandé un reportage, pas un livre. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Quelques mois plus tard, quand Watan Weekend, dans ce format de magazine, ont su que j'ai commencé une carrière de journaliste, et eux ils cherchaient le profil de quelqu'un stable, c'est-à-dire quelqu'un qui voyage, qui va partout, qui n'a pas peur, et qui... Voilà, donc je pense que c'est le profil qu'ils cherchaient. C'est comme ça que j'ai eu le premier contact. Donc j'ai rencontré les rédacteurs en chef de l'Hôtel Week-end en 2013, 1er novembre 2013. C'est comme ça que j'ai commencé le Watan, et c'est le Watan qui m'a formé dans le journalisme. C'est un métier que j'adore énormément et qui me passionne. Et heureusement que j'étais dans la version magazine, donc parce que le magazine, c'est plutôt des reportages, des enquêtes. Il y avait cette recherche de l'adrénaline. Donc voyager, rencontrer des gens, c'était quelque chose qui me condamnais. C'est comme ça que je suis devenu journaliste. Je me rappellerai toujours, d'ailleurs j'étais toujours à la maison, de l'article excellent que tu avais fait sur les villages les plus propres, là, des villages en Kabylie qui se restructurent, qui changent un peu les comités de village et qui prennent en charge, il y a une prise en charge citoyenne de la vie du village. Et ça s'est arrêté avec le Covid, mais il y a des villages qui ont fait des merveilles. C'est des villages autogérés. Voilà, des villages autogérés. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on n'a pas d'État. On a un pouvoir, c'est vrai, mais on n'a pas d'État. Donc, c'est à nous de nous prendre en charge, une prise en charge citoyenne, de prendre conscience des problèmes du village, des problèmes du quartier, s'organiser et faire des choses en commun. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement c'était la réponse des villageois. J'ai eu l'idée de faire l'enquête a été reprise d'ailleurs. L'enquête a été reprise par d'autres organes, notamment ici en France. Et j'ai eu l'idée à travers le concours du village, le village le plus propre de Kabylie, c'est ça. Et donc j'ai compris qu'au final, derrière, il y a tout un projet, celui des villages autogérés.
Et c'est des villages qui ont une constitution. Pas au sens de bon village. Non, pas de sens de bon village. Donc, ils ont une constitution, ils ont un terme, c'est une constitution qui évolue selon l'évolution du village, de la mentalité du village, de la société du village. Ils ont des travailleurs du village, un électricien pour le village, je sais pas, un éboueur du village. Il est payé, il est assuré par le village. Ils ont tout. Et justement, pourquoi je dis que ce que tu disais qui est intéressant, parce que je leur ai dit, est-ce que vous avez des problèmes? Oui, on a beaucoup de problèmes. Lesquels? Non, on a des problèmes avec les autorités locales qui nous mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, c'est un système de gestion qui dérange évidemment l'État parce qu'elle voit l'émergence d'une organisation qui lui échappe. Et certainement pour le pouvoir, donc c'est dangereux, c'est quelque chose de dangereux pour lui. Et c'est pour ça que je rappelle, donc j'ai appelé cette histoire. J'ai été dans le premier village qui a été élu, village le plus propre, c'était Zouga. Alors, on en avait parlé, et puis un jour j'étais avec des copains. Déjà, en rentrant au village, surprise, je trouve le village, c'est dallé. Les rues sont dallées. Et puis il y a des rampes, parce que les villages kabyles, il y a toujours des radars qui longent les chemins. Et des poubelles à distance régulière. C'est incroyable. On arrive à la place du village, à un moment où il y avait un jeune qui avait pris un balai et derrière lui un autre avec un cachère, pas celui de Sarkozy. Bon, et là, après un cachère, je vous passe ça, c'est extra. Et puis il y avait un groupe de gens, ils m'ont reconnu, ils sont venus, on a commencé à discuter. Et pendant qu'on discutait, je regardais autour de moi, il y avait un groupe de 3 ou 4 jeunes qui étaient assis sur une marche un peu plus loin, autour de la place. Et à un moment, l'un d'eux a mangé un bonbon. Et alors, je le vois, il prend le papier du bonbon, il va jusqu'à la poubelle, il jette le papier et il revient chez ses copains. J'ai dit, ça se passe en Kabylie, c'est incroyable. Il n'y a pas que ça. Et après, j'ai demandé aux gens du village, j'ai dit, bon, ces jeunes qui s'occupent du nettoyage de la place, est-ce que c'est des gens que vous avez désignés pour ça, ou alors c'est des volontaires? Ils me disent non. Dès qu'ils voient que c'est sale, il y a 2 ou 3 jeunes qui se lèvent et commencent à nettoyer tout ça. On n'a pas à leur demander. Mais bon, il y a des choses quand même qui sont organisées comme ça, on désigne des gens pour faire telle ou telle opération. Mais pour ça, c'était pas là. Et alors, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est que je me dis, ce désir de propreté n'est pas seulement pour l'environnement, mais il s'est installé dans les têtes. Et à partir du moment où il y a l'installation de cette propreté dans les esprits, eh ben, il y a un bel espoir pour l'avenir. C'est ce dont je voulais parler justement, parce que on ne va pas tarder sur le sujet, mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'en fait, rendre propre un village et après jeter tout le déchet dans les trucs d'enfouissement, ça ne change rien du tout. Non, mais il y a des villages qui font le tri. Oui. Ils font le tri. Et le tri en question, c'est-à-dire les déchets ramassés, triés, les vendent pour des usines de recyclage. Sauf donc les déchets organiques, ils les jettent dans un endroit et ils en ont fait un potager qui sert comme espace pour les recherches des étudiants. C'est magnifique. Le plus important pour moi, en tout cas, c'est que on a une génération aujourd'hui dans certains villages, et je donne l'exemple d'Egelsafen, une nouvelle génération qui pense que c'est inconcevable de voir quelqu'un jeter un migot ou quelque chose par terre. Pour eux, c'est inconcevable.
Et donc, rien que ça, pour moi, c'est un grand acquis, sans parler d'autre chose. Parce que c'est vraiment beau ce que je sais pas si tu es venu à Sahel. Sahel aussi, c'est encore une réaction Omar et après on va passer à autre chose aussi. Oui, en fait, cette situation-là, donc, où la société se prend en charge, où on pensait que c'était fini, c'était foutu, en fait, c'est très ancien. Le thème de cette rencontre, c'est la victoire autrement, c'est par l'autonomisation de la société par rapport au pouvoir, à tous les pouvoirs. Parce qu'en fait, tous les pouvoirs, que ce soit des pouvoirs coloniaux, externes, que ce soit les pouvoirs nationaux, entre guillemets, ont toujours usé de la domination de la population. Notre société a toujours lutté pour être autonome, que ce soit les greniers à blé, que ce soit à Nalout, que ce soit dans les Aurès, que ce soit dans tous les villages, que ce soit au Haut-Atlas. La société s'est toujours organisée pour assurer sa survie, donc son indépendance alimentaire d'abord, et c'est cette indépendance alimentaire qui a assuré l'indépendance politique et culturelle et linguistique. En fait, quand j'ai pris quelques exemples, quand les Romains ont occupé l'Afrique du Nord, ils ont monopolisé le pouvoir du blé. En fait, le pays produisait du blé, et les Amazirs semaient et fauchaient, et ils crevaient de faim pour que le blé aille alimenter les soldats romains qui allaient continuer les conquêtes en Europe. Pendant la colonisation turque, les négociants turcs ont affamé la population algérienne, surtout des villes. C'est le cas le plus flagrant. En 1805, le pouvoir turc avait vendu toutes les récoltes de blé pour le vendre à l'armée française pour assurer l'expédition de Napoléon pour l'Égypte. Pendant la guerre mondiale, pendant la 39-45, toute la production agricole a été monopolisée par la colonisation française pour assurer, donc, pour alimenter les soldats qui étaient en train de combattre en Europe. Et l'Algérie indépendante, elle a fait encore mieux, elle a assuré 30-40 ans de pénurie alimentaire pour pouvoir dominer la population et s'assurer donc le pouvoir. En 2022, on parle de couper les ressources pour la Russie pour l'affaiblir, et nos gouvernants en Algérie sont capables demain de couper le gaz qui alimente les villages, qui alimente le village de Ben et le mien, de réquisitionner le blé pour le vendre aux puissances qui leur permettent d'avoir les devises pour gouverner. Donc en fait, cette association d'indépendance alimentaire, elle est liée à l'indépendance culturelle et linguistique. Actuellement, ce qui se passe actuellement en Algérie, donc dans le mouvement amazigh que particulièrement, c'est cette exigence d'être autonome par rapport au pouvoir. J'ai parlé tout à l'heure des premiers écrivains, vous étiez en quelques-uns, et maintenant le coup est parti. C'est des centaines, c'est des milliers d'écrivains, des hommes, des femmes qui écrivent. Il y a tous les jours des ouvrages qui sont publiés. Donc véritablement, il y a sous nos yeux une révolution culturelle qui est en train de se dérouler. Ça ne se voit pas, on le verra, les conséquences, on le verra dans quelques années. Et ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas... j'ai un témoignage assez émouvant. J'ai rencontré un jeune écrivain à Gaïet il y a 2 ans. Il venait de publier donc son premier roman, et je discutais en aparté comme ça avec lui. Il dit: j'aurais bien voulu
ce que la dire, j'aurais bien voulu écrire plus l'histoire, parce que je l'ai lu, donc on a parlé du roman. Il dit, mais je ne pouvais pas, je n'ai pas assez de moyens, mes économies n'allaient pas suffire pour le publier. Donc en fait, il a économisé, c'est de 10 millions ou 15 millions, et il a arrêté son roman juste au nombre de pages pour pouvoir payer la publication, l'édition. Et voilà où nous sommes actuellement. On a des points de faiblesse, c'est que la société ne perçoit pas, tant que nous ne sommes pas encore des sociétés de l'écrit, de littérature, c'est d'organiser encore mieux par des coopératives d'édition, de façon à permettre aux talents, nous avons des talents, des filles, des garçons qui écrivent, qui veillent des nuits et des nuits, et il faudra les aider absolument pour pouvoir casser on dit le toit de verre pour pouvoir développer cette production littéraire et culturelle. Et ça nous manque. On voit c'est un point de faiblesse. Nous avons vu, et pourtant il n'y a pas avec le Covid, notre société s'est mobilisée. Tous ceux qui avaient des biens, des usines, ils ont contribué pour acheter du matériel médical, et le pouvoir n'était pas content parce que la société se défendait, s'organisait. Ils auraient voulu qu'ils assurent le monopole. Donc le ministre de la Santé dit, c'est nous qui allons récupérer tous les dons et on saura à qui les distribuer. Donc dans d'autres pays, on a affamé et tué des populations entières, et le pouvoir d'Alger aurait pu faire la même chose. Donc en fait, il faut absolument, mais chacun doit faire là où il est, avec les moyens qu'il a, pour aider 500 €. C'est un roman qui sort en Algérie. Et là, c'est pas immense. Voilà, je parle en tant que peut-être personne m'a délégué de parler au nom des écrivains qui écrivent de Smazer, mais la société doit aider cette éclosion de cette littérature. C'est une littérature libre qui est en train de casser les tabous. Il y a des super romans qui sont écrits par des jeunes qui sont très très bons. Évidemment, donc c'est une période d'apprentissage, et je crois que nous allons reparler de ce mouvement-là, et la propreté des villages est un élément aussi donc de cette prise en main de la société par elle-même, et ne rien attendre de l'État. Culturellement, l'État algérien n'est pas un État algérien, c'est un État vassal d'autres États, d'autres régions géographiques. Il n'est pas un État d'Afrique du Nord. Vous dire deux mots sur les thématiques qui sont abordées justement dans ces romans, quels sont les thèmes qui dominent, et les quelques maisons d'édition qui existent aujourd'hui sont proprement suffisantes pour couvrir tous les besoins et toute la production. Je te remercie de m'avoir rappelé. Il y a les écrivains et il y a les éditeurs. Il y a les journalistes qui sont militants et en même temps journalistes. Il y a des éditeurs qui prennent sur eux-mêmes, qui mettent toutes leurs économies. Ils ne gagnent pas un centime, ils mettent toutes leurs économies. Et les thèmes, ils sont aussi variés que la société. Il y avait au début des thèmes assez identitaires sur la lutte identitaire, et il y a surtout sur le réchauffement climatique, il y a surtout sur les relations intrafamiliales, sur les changements des mœurs dans la société. Il y a véritablement, moi, j'ai lu peut-être une cinquantaine ou une centaine jusqu'à maintenant, difficilement, parce que bon, la qualité est très variée, mais il ne faut pas condamner. C'est un apprentissage, et il n'y a pas de tabou. Donc il y a de très bons romans dans lesquels on casse les tabous de notre société, et je dis bravo quand je lis un roman, je me dis enfin ils l'ont dit.
disent ce qu'il y a. Donc, je n'embellis pas donc, la situation. On est en phase d'apprentissage. Nous sommes tous quand quelqu'un vient me voir pour dire comment vous faites, je dis je suis aussi apprenti que toi, et on apprend tout, on apprend, et le chemin est tracé, il faut continuer. Et il y a des éditeurs volontaires qui mettent leurs économies et qui ne sont pas là pour gagner de l'argent. Il n'y a aucun argent à gagner. Au contraire, c'est des militants aussi louables que ceux qui écrivent. Je rappelle que vous aviez l'action et la parole parce que vous aidez effectivement un certain nombre de jeunes auteurs à écrire, vous leur fournissez des éléments ou des enseignements, notamment à l'ACB. Et donc, ça fait partie effectivement de votre engagement. Est-ce que en poésie, est-ce que dans le secteur poétique, d'abord, où s'exprime-t-il aujourd'hui, la poésie kabyle aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la chanson ou ailleurs? Et est-ce qu'on a cette même réseau d'espérer? Chez nous, ça s'exprime soit dans des festivals, chanson ou poésie, de poésie, soit dans la chanson. Chez nous, c'est très difficile de s'imposer en poésie. J'avoue que moi, ce qui m'a aidé énormément, c'était mon passage à la radio. J'ai pu, en lisant quelques textes comme ça, j'ai pu les faire connaître, mais l'année dernière, je suis tombé sur une revue éditée par le festival de Youssouf Rassi. Ils ont édité une revue où ils ont pris quelques textes. Et je tombe sur un texte qui m'a vraiment émerveillé. Deux textes très bien écrits. Et pourtant, l'auteur, il a eu des prix. Mais il reste inconnu. Et quand j'ai cherché à savoir qui c'était le gars de chez moi. C'est vraiment... je me suis compte, j'ai cherché, parce que je ne connaissais pas son nom. Le gars de chez moi, je vivais rarement, donc je ne le connaissais pas. Et en cherchant, j'ai appelé des copains chez moi qui participent justement à ce festival. J'ai dit, voilà, j'ai lu ça, c'est une merveille. Ils m'ont dit, ben, c'est notre mère. Ah bon, d'accord. Voilà, des gens comme ça, c'est dommage qu'ils restent pratiquement dans l'anonymat. Et il y en a beaucoup comme ça. Bon, il se trouve que ceux qui sont médiatisés, qui publient, etc., ne sont pas toujours les meilleurs. Parce que c'est des gens qui osent aller payer le repas à quelqu'un de la radio pour le faire passer, payer quelques bières à un journaliste pour qu'il parle de lui, etc. Bon, et dans chaque festival, il vient, il expose ses livres. Voilà, je suis le plus grand poète. Je me méfie toujours de quelqu'un qui dit je suis le plus grand poète. Parce que c'est aux autres de te désigner poète si tu l'es, c'est pas à toi. Moi, je me sens gêné devant cette façon de se conduire, quoi. Donc, ce qui se publie, c'est pas toujours de la qualité. Voilà. Après, c'est dommage. Oui. Après, c'est peut-être une situation universelle de la poésie en particulier. Mais dans les années 60, et même avant, mais en tout cas dans les années 70-80, il y avait un secteur où cette poésie pouvait s'exprimer, c'était la chanson. Aujourd'hui, on en est où de l'expression poétique à travers la chanson kabyle? Mis à part paradoxalement, je pense que la dictature a été un très bon ferment pour la bonne poésie.
Maintenant qu'on est libre, qu'on peut dire ce qu'on veut, ben, on tombe dans des discours rimés. Voilà, c'est des trucs, oh, je suis amazien. C'est pas ça, il faut aller plus loin quand même. Voilà, et ça réduit le niveau de la poésie et de la chanson. Au niveau de... Oui, justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la malade Ahmed Ben. Moi, je pense que le combat identitaire, le combat pour la culture, l'identité amazigh a traversé plusieurs périodes. Je pense que celle la plus florissante, c'est celle de la clandestinité. Il y avait réellement de l'application, il y avait un contenu, il y avait réellement de la mobilisation, et les militantes étaient disciplinés parce qu'il y avait une cause à défendre. Évidemment, il y a eu une période dans laquelle les luttes se sont imposées, il y avait formation des partis politiques, des associations et tout, et c'était encore magnifique. Mais je pense que c'était comme le fondamental, l'école fondamentale qui a réussi quand même à généraliser l'enseignement en perdant la qualité. La période qui est post-Bouteflika et tout, Bouteflika a réussi à comment dirais-je, à enlever le contenu politique à la cause identitaire, la cause amazigh. Parce que la cause amazigh, elle n'est pas seulement identitaire, elle est porteuse aussi de valeurs démocratiques, de combats démocratiques, de valeurs humaines, universelles, des valeurs de l'égalité, même si la table ne reflète pas le combat. Donc, c'était un tout. Et Bouteflika non seulement a réussi à dépolitiser la société, mais pas que, à enlever le contenu politique de la cause. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme le fondamental, le combat s'est banalisé. On a une génération, évidemment, qui se considère amazigh, sans donner de contenu politique à leur combat en question. Et pour elle, le combat amazigh, c'est Mahato Belgazen. Même Mahato, on ignore son combat, ses valeurs, on ignore même ses chansons parfois. Et donc les choses se sont banalisées. Je pense que le plus important aussi, peut-être la solution, pour moi, en tout cas, mon humble avis, c'est de voir plus large. Il y a eu le MNLA, par exemple, au nord du Mali, en 2011, pourtant un mouvement qui se disait se battre pour un État laïque, et on aurait pu avoir le premier État laïque berbère, le premier. Mais du jour au lendemain, il y a eu formation de 10 milliards de mouvements islamistes. Après l'histoire, on l'a connue. Comme quoi, c'est difficile même de penser ce genre de projet. Et ça ne dépend pas forcément de la volonté d'appropriation du peuple, mais c'est encore géopolitique et régional. Et il y a eu le RIF en 2016, la Kabylie en 80, 81, en 2001, les Libyens après la révolution libyenne en 2012, en 2011. Mais j'ai l'impression que c'était des combats dispersés. Chacun lutte un peu chez lui, chez soi, pour lui. Et aucun n'arrive à voir global. Parce que la solution, évidemment, c'est pas le Maghreb des peuples, c'est le nord africain, le nord de l'Afrique des peuples. Alors, il y a des organisations comme le CMA qui font travail, comme le font aussi les écrivains qui essaient de nous indiquer quelque chose. Parce que j'espère que le jour, et je suis sûr et certain que le jour où les choses évolueront, d'autres générations vont trouver quand même que des écrivains et des écrivains ont résisté, ont fait des choses, ont écrit et nous ont laissé quand même un héritage. Et c'est ce qui est magnifique. Des organisations comme le Congrès mondial amazigh, il essaye de faire quelque chose. Il essaye de faire. Donc c'est une organisation qui essaye de fédérer un peu les forces. Mais c'est peu. C'est peu parce qu'on n'arrive pas à voir global. Voir global, c'est voir tous ces mouvements, tous ces mouvements, toutes ces organisations qui se battent pour leur existence d'abord. Parce que le combat identitaire, pour moi, c'est un combat d'existence d'abord. C'est ça faire, c'est exister. Et puis, généralement, c'est des peuples qui se battent pour les mêmes valeurs, pour la démocratie, pour la laïcité, pour l'humanité, pour exister, pour leur langue, pour l'amazigh, pour l'identité. Et si on arrive un jour à fédérer, c'est-à-dire autour d'un projet politique, donc revenir à la question politique, donner du contenu politique à nos combats, peut-être un jour, ce jour-là, on pourrait peut-être réfléchir, espérer une solution
Parce que tant qu'on est sous des pouvoirs dictatoriaux comme c'est le cas pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et la Libye on n'en parle pas parce que le temps a fait de la Libye un pays divisé en 1000 morceaux. Tant qu'on ne voit que local, on ne verra jamais global. Et nos combats, qui sont universalistes et démocratiques, auront du mal à évoluer. Je pense que si on arrive un jour, si on peut espérer un jour, c'est vraiment d'encourager ce projet de fédération, mais une fédération autour d'un projet politique clair et qui, évidemment, parlera de l'Afrique du Nord de manière générale. Oui. Très rapidement, parce qu'on a des obligations de ça, mais donc très rapidement, on parle au Maroc, tu termineras. Oui, tu as touché le point sensible de la perspective politique pour l'Afrique du Nord, pour Tamazra, c'est un isme, il faut le dire. Donc la seule perspective jouable, qui est faisable, c'est la construction de l'Afrique du Nord, pas l'Afrique du Nord des chimères du Maghreb, comme le Maghreb, mais c'est de Tamazra, c'est la reconstruction de Tamazra sur des bases pluralistes, sur le respect évidemment des frontières héritées de la colonisation et d'arriver à un projet de fédération nord-africaine. Évidemment, et les pièges sont multiples. Il y a la vassalisation de tous les pouvoirs vis-à-vis de l'Orient. Il y a l'Union pour la Méditerranée qui était un piège pour avoir une centaine de millions de consommateurs sans rien produire pour pouvoir dominer encore l'Afrique du Nord. C'était le projet de Sarkozy. Et la seule perspective politique qui est du domaine du possible, c'est d'arriver de construire une fédération nord-africaine. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Les premiers nationalistes, ils étaient déjà amasés. L'étoile nord-africaine, en 1926, ils n'ont pas créé un parti politique pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ils ont créé un parti politique, c'est l'étoile nord-africaine pour l'Afrique du Nord. Et avant 1954, quand Abdelkrim, qui était en Égypte, il avait tout fait pour maintenir cette fédération, donc pour la lutte d'indépendance de l'Afrique du Nord. Donc il y a la seule perspective jouable, c'est donc la construction de cette Afrique du Nord. Merci. Un dernier mot, Ben? Pour résumer un peu le propos de Ziad, c'est qu'en Algérie, nous les Algériens, à 80% de nos discussions sont politiques. Mais malheureusement, nous sommes le peuple le moins politisé de la Terre. C'est comme ça, parce que il ne s'agit pas de dire que voilà tel ministre ou tel président, ceci ou cela, pour se croire politisé. Pour se politiser, il faut aller revisiter notre histoire, revisiter notre sociologie, notre culture, nous connaître d'abord. On ne se connaît pas. Nous avons des gens instruits en français, ils pensent que tout nous vient de l'Occident. Nous avons des gens instruits en arabe, ils pensent que tout nous vient de l'Orient, mais on n'a pas de gens qui ont ce regard introspectif et en même temps ouvert sur le monde. C'est comme ça qu'on peut se politiser. Maintenant, avant les gens lisaient les livres, maintenant ils se contentent des posts de Facebook. C'est la culture en rabais, vite fait. Voilà. Et toi, tu n'es pas sur Facebook. Hein? Et toi, tu n'es pas sur Facebook. Non. Je fais de la résistance. J'entends bien. Écoutez, on est obligé de rendre la salle pour 20h30, 20h45. Donc, nous sommes obligés de terminer là. On a juste survolé, il y avait d'autres questions, etc. Nous aurons l'occasion d'y revenir de manière plus profondément.
les prisonniers politiques, j'en ai dit effectivement un mot en introduction, et effectivement rappeler que la question aujourd'hui elle est d'actualité. C'est encore une fois, comme je disais en introduction, le 20 avril, le droit envers, c'est pas seulement l'histoire, c'est de l'actualité en marche, et malheureusement en marche dramatiquement aujourd'hui en Algérie avec les simples les prisonniers de Vignoc. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Merci.